Yo, salut à tous. Comment ça va? Je pense que vous le savez maintenant, depuis le début de cette chaîne, j'essaie de vous transmettre autant que possible ma passion pour le Japon. Le bonheur que c'est pour moi de m'y réveiller chaque matin depuis maintenant presque 11 ans, de pouvoir y travailler, de pouvoir y évoluer. Le choix que j'ai fait il y a quelques années de venir vivre au Japon, ça a complètement changé ma vie, je vais pas vous mentir, et c'est un petit peu de ça que j'aime vous parler sur cette chaîne. J'aime vous parler de la magie qui se cache au fin fond de cette petite archipel, de la beauté de ses paysages, de sa culture, et de toutes ces petites choses qu'il m'a apportées au fur et à mesure des années, qui font que voilà, vivre au Japon, ça a toujours été quelque chose d'exceptionnel pour moi. Et croyez-moi, des petits trucs comme ça, là, il y en a tellement que ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de les compter. Enfin voilà, il y a 2 semaines, moi je vous ai fait une vidéo sur les quelques points qui m'ont déçu au Japon, parce que forcément rien n'est parfait, tout en vous précisant que ces quelques points là, c'était rien comparé à tout ce que le Japon m'a apporté en 11 ans de vie ici. Et j'ai donc fini la vidéo en vous demandant vos anecdotes au Japon, ces petites choses, ces petits moments qui ont fait que le Japon a été au-delà de vos espérances, dans le but d'en faire prochainement une vidéo, dans laquelle je vous parlerai de quelques expériences que moi j'ai vécues, et on terminerait la vidéo avec vos petites anecdotes, un petit peu comme ce que j'ai fait dans la dernière vidéo au final. Et c'est donc en écrivant cette vidéo-là que je me suis souvenu d'un épisode en particulier. C'est quelque chose qui s'est passé au tout début quand je suis arrivé au Japon. C'est un moment qui a été assez dur, je vais pas vous mentir, mais extrêmement formateur au final. Et surtout, a posteriori, c'est peut-être un de mes plus beaux souvenirs du Japon. Enfin voilà, cette intro elle est déjà un petit peu trop longue, je vous laisse vous préparer votre petit café des familles, vous installer confortablement. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter comment je suis devenu sans abri au Japon. Tout d'abord, pour bien comprendre cette histoire, il faut un petit peu de contexte. Moi, je suis venu au Japon avec un visa Working Holiday à 19 ans en 2011, le 11 mars plus particulièrement, et effectivement, c'est le jour du tremblement de terre du Tohoku. Et maintenant, la principale information de ce week-end, c'est bien sûr la situation au Japon après le tremblement de terre, le tsunami qui s'en est suivi et la menace nucléaire qui pèse sur plusieurs sites du pays. Pour rappel, le Japon à cette époque-là, il s'est pris un des plus gros tremblements de terre de son histoire, suivi d'un tsunami qui a ravagé des villes entières, et enfin, une catastrophe nucléaire équivalente à celle de Tchernobyl, tout ça en l'espace d'à peine quelques jours. Et c'est donc au milieu de tout ça que moi je suis arrivé au Japon avec à peine 300 000 yens à peu près dans la poche, mais des rêves plein la tête et une envie folle de découvrir ce pays qui me fascinait depuis que j'étais tout petit. Je me suis tout d'abord installé dans une petite guest house à Shinjuku avec un loyer de 45 000 yens à peu près si je me souviens bien, et je me disais que voilà, c'était pas très cher et ça me permettait de pas trop dépenser le peu d'argent que j'avais en attendant de trouver un travail. Sauf que, premier hic, et vous allez voir il y en a beaucoup dans cette vidéo, les problèmes liés au nucléaire après l'explosion de la centrale de Fukushima là, ça fait qu'il y a pas mal de gens qui s'inquiétaient à l'époque, dont ma mère, qui était voilà, pas très sereine depuis que j'étais arrivé le jour de la catastrophe. Puis voilà, tout ça là, ça m'a fait prendre la décision de descendre pendant quelques temps dans le sud du Japon, dans la région du Kansai, qui elle pour le coup n'avait pas du tout été touchée par la catastrophe. Et donc ça me permettait de voir un petit peu de nouveaux paysages, de découvrir le Japon, tout en étant suffisamment loin des potentielles ondes radioactives dont il parlait à l'époque, et donc de ne pas inquiéter tous mes proches. Le souci, c'est que qui dit descendre dans le Kansai, dit repayer un hôtel, payer le voyage, etc. Et au final, les 300 000 yens que j'avais au départ, au bout d'une semaine et demie, il restait déjà qu'à peu près 200 000. Mais à ce moment-là, je vous avoue, j'étais confiant. À ce moment-là, je me disais, pas de soucis, je vais retourner à Tokyo, je vais travailler, tout va bien se passer. J'étais si naïf. Après quelques semaines incroyables passées dans le sud à visiter Kyoto et ses environs, je retourne donc à Tokyo et là, rebelote! Il faut repayer le loyer pour avril cette fois. Ce qui fait qu'il me reste à peine un peu plus de 100 000 yens et là je me dis, ok, c'est chaud, il va falloir trouver du taf. Rapidement. Je me mets donc à la recherche d'un petit baito, si possible dans la restauration, parce que j'avais déjà une petite expérience, j'avais travaillé dans un restaurant sushi à Paris. Sauf que, pour chaque endroit où je postule, à chaque fois on me demande une chose, c'est un compte en banque japonais. Donc sur le moment je me dis oui, c'est logique, effectivement, tu travailles au Japon, il faut un compte en banque japonais. Allez c'est parti, on part à la banque, on va se faire un petit compte en banque. Sauf que, il y a une chose à laquelle j'avais pas pensé. Mon âge. À savoir que la majorité au Japon, elle est de 20 ans. À ce moment-là, j'en avais que 19. Donc pour ouvrir un compte en banque, il fallait bien sûr la signature d'un de tes 2 parents. Et moi, ma mère étant en France, vous comprendrez que j'étais dans la merde. Et la seule solution que j'avais, c'était d'attendre le jour de mon anniversaire. Sauf que, oui je sais ça fait beaucoup, moi mon anniversaire c'est fin juin. Et mes économies là, elles allaient pas tenir le coup. Pas du tout. Donc à ce moment-là, je vous avoue, c'est une douche froide totale pour moi, je sais pas quoi faire, je vois mes économies qui partent, et je me dis ok, ce qu'il faut c'est que j'essaye de dépenser le moins possible d'argent, et du coup je pars de ma guest house, et je demande à un de mes amis japonais que je m'étais fait sur place, s'il peut m'héberger quelque temps pour, voilà,
vraiment économiser au maximum mon argent. Ce qu'il accepte très gentiment, et donc je me suis retrouvé à dormir chez mon pote pendant une semaine ou deux en continuant à chercher du taf. Je me disais à ce moment-là, peut-être avec un peu de chance, je vais trouver un endroit où ils peuvent me payer en cash en attendant que je puisse faire un compte en banque japonais, etc. Sauf que, à ce moment-là, j'ai rien trouvé du tout. Je sais que ce genre d'endroit existe, et je vous vois déjà arriver en commentaire, mais bien sûr que ça existe, ces gens vont payer en cash. Bien sûr qu'il y en a, mais moi, à ce moment-là, j'avais rien trouvé du tout. Et donc après quelques jours passés chez mon pote, je me retrouve à devoir partir parce que lui et sa copine, elle revenait à Tokyo, et leur petit appartement, là, il ne nous permettait pas de loger tous les trois. Et je vous avoue, il avait déjà été super sympa avec moi, j'avais pas envie de profiter plus que ça de sa gentillesse. Je les ai laissés tous les deux, l'intimité, vous connaissez. Je suis donc parti de son appartement, et j'ai donc été dans une guest house dans le quartier de Gotanda cette fois, qui était à peu près au même prix que celle de Shinjuku. Et pendant cette période-là, j'ai essayé de donner des petits cours de français à droite, à gauche, j'avais des amis ou des amis d'amis qui voulaient apprendre le français, ça fonctionnait pas de ouf, j'avais clairement pas assez de clients, et voilà, ça me faisait de l'argent de poche, mais ça me permettait pas du tout de subvenir à mes besoins. Et là, je vous avoue, à ce moment-là, la situation, elle devient quand même de plus en plus compliquée, malgré le fait que je vois le jour de mon anniversaire qui s'approche petit à petit, donc ça pourrait être bon signe. Mais ouais, non, c'était vraiment très compliqué à ce moment-là. Et je me rappelle, ma mère, qui avait quand même quelques soucis financiers, elle a quand même essayé de m'aider autant qu'elle pouvait, elle me donnait 50 € par-ci, 100 € par-là, et ça me permettait quand même de pouvoir manger un petit peu, de pouvoir survivre on va dire, mais voilà, il fallait vraiment que je trouve une solution parce que là j'étais grave dans la merde. J'étais tellement dans l'économie d'argent à tout prix que je mangeais un onigiri à 100 yens par jour maximum, j'essayais même de pas prendre le train parce que voilà, je voulais pas dépenser d'argent dans le train, ce qui fait que dès que je devais me déplacer quelque part, je faisais tout le temps marcher, et ça a fait que en à peine quelques mois, j'avais perdu à peu près 10 kilos je crois, vraiment j'étais un squelette sur pattes, j'étais déjà pas bien gros au départ, là vraiment, 10 kilos je crois que j'avais perdu à peu près. Mais malgré tout ça, j'essaie de tenir autant que possible psychologiquement en me disant que mon anniversaire se rapproche et que voilà, une fois passé, tout ira bien, je pourrai enfin me sortir de cette galère. Mais non, il a fallu qu'il m'arrive la galère de trop. Oui. Si vous voulez, comme j'avais pas de compte en banque japonais encore à ce moment-là, pour payer mon loyer, moi je le payais en cash, au propriétaire de main à main directement. Ce qui fait qu'à chaque fois, je prenais le cash, je le mettais dans une petite enveloppe proprement et je le remettais au propriétaire qui venait le chercher à la fin du mois. Sauf que cette fois-là, l'enveloppe qui contenait le peu d'argent qui me restait pour pouvoir payer mon loyer que j'avais rangé dans mon casier, elle avait disparu. Alors, dans le doute, j'accuserai personne, mais le jour de la disparition de l'enveloppe correspondant pile au jour où le gaijin avec qui je partageais mon dortoir, qui lui savait très bien où je cachais mon enveloppe, est rentré chez lui, je me dis que voilà, ça fait beaucoup de coïncidences quand même. Ceci étant dit, je me suis quand même retrouvé au final devant mon proprio dans l'impossibilité de lui payer mon loyer. Et même si je voyais bien que lui ça l'emmerdait parce qu'il a quand même compris que moi j'étais dans la merde, malheureusement, si tu payes pas ton loyer, tu dois partir, et donc il m'a demandé de ranger mes affaires et de m'en aller. Alors à ce moment-là, je vous avoue, je suis complètement dépité. Je suis au fond du trou, tout s'écroule littéralement autour de moi. Et je sais pas trop comment vous expliquer mon ressenti à ce moment-là, mais j'avais honte. J'avais tellement honte de moi. Pour vous dire, j'avais tellement honte de moi, j'en ai même pas parlé à mes proches, j'en ai même pas parlé à ma mère. Parce que si je lui en parlais, je savais très bien que ça lui ferait du mal de se savoir impuissante à l'autre bout du monde, pendant que moi je suis là, dans la rue. Et du coup, ce jour-là, je me souviens, j'ai marché pendant des heures dans la rue, avec ma valise, mon sac à dos, ma guitare. J'avais aucun but, je savais pas où aller, j'étais dans le flou total, je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. Et à la fin de la journée, je me suis arrêté dans le quartier de Meguro, je me souviens, où j'ai passé ma première nuit dehors. Et cette situation-là, elle a duré plusieurs jours. Et c'est plusieurs jours pendant lesquels j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup remis en question, je me souviens. Je peux vous dire, je pense que j'ai jamais autant douté de moi-même qu'à cette période-là. Je me disais que peut-être le Japon, au final, c'est pas fait pour moi, peut-être que j'ai rien à foutre ici. S'il m'arrive toutes ces galères, c'est qu'il y a certainement une bonne raison. Peut-être que voilà, je suis tout simplement pas à ma place. Enfin vraiment, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien à cette période-là. Et je me rappelle, j'avais vraiment plus beaucoup d'argent, mais j'essayais quand même de temps en temps d'aller dans un mangakisa pour prendre une douche, pour dormir un petit peu sur un vrai matelas. J'allais aussi au combini, je prenais toujours que un onigiri, parce que c'est ce qui coûtait le moins cher, c'était 100 yens. Et je me rappelle d'ailleurs, j'ai un petit souvenir, il y avait dans le quartier de Meguro, il y avait un autre SDF, et on se croisait souvent, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on s'est mis à discuter un peu lui et moi. Et lui, il m'a raconté son histoire qui était incroyable. Il avait perdu son emploi, il avait perdu tout son argent à l'espace de très peu de temps, et il s'était retrouvé à la rue comme ça du jour au lendemain. Enfin, vraiment, histoire très touchante, et le seul souvenir que j'ai de lui, c'est qu'il a toujours été super sympa avec moi pour le coup. On se croisait de temps en temps, discuter, il a toujours été très très gentil. Enfin voilà, du coup, cette situation-là, elle a duré quand même plusieurs jours pendant lesquels, encore une fois, je me suis beaucoup remis en question. Mais par contre, il y a un truc que j'avais, je me souviens, c'est que j'essayais toujours d'avoir mon keitai chargé. J'allais soit dans un mangakisa, soit dans un combini, je demandais à ce qu'on me le recharge, parce que je me disais, il faut quand même que je garde un contact avec l'extérieur au cas où, si jamais je reçois un appel ou quoi que ce soit. Et le fait est que j'ai bien fait, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Un jour, je reçois donc un appel d'une personne que vous connaissez très bien si vous avez vu ma vidéo sur l'effet papillon, puisque c'est
le fameux manager que j'avais rencontré quelques mois, quelques semaines plus tôt et avec qui on avait beaucoup sympathisé. Et en gros, à ce moment-là, il m'appelle pour prendre des nouvelles, savoir si je vais bien, et au début, je lui mytho. Parce qu'encore une fois, j'avais tellement honte que j'osais pas lui dire. Et je me souviens, je crois que je lui ai dit que c'était pas foufou, mais que j'attendais mon anniversaire et que ça irait mieux après, blablabla. Et au bout d'un moment, je me suis senti mal en fait. Je me suis senti tellement mal de lui mentir. Et ce qui fait que j'ai craqué et je lui ai tout raconté. Je lui ai expliqué l'histoire de l'argent qu'on m'a volé, je lui ai expliqué le fait que là ça faisait plusieurs jours que j'étais à la rue, que j'essayais de survivre comme je pouvais. Et il m'a bien engueulé, hein, il m'a bien engueulé, il m'a dit mais t'es malade de pas en parler, t'es complètement stupide. Pourquoi tu m'as pas appelé moi, pourquoi t'en as pas parlé à ta mère, mais il faut être complètement con pour pas parler de ce genre de choses. Et du coup il est venu me chercher en voiture, j'ai attendu pendant 1 heure à peu près, et vous allez voir que ce détail a de l'importance. Il me ramène à ma guest house, celle dont j'ai dû partir quelques jours plus tôt, et là il me demande d'appeler le proprio. Et là, il sort une grosse liasse de billets qui tend au proprio, et il lui dit là il y a assez pour 3 mois de loyer, est-ce qu'il peut retourner à l'intérieur? J'ai pas les mots. Vraiment, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est totalement lunaire. Parce que autant on a beaucoup sympathisé, etc., ok, mais ce mec, là, ça fait à peine quelques semaines, quelques mois, tout au plus que je le connais. Pourquoi il fait ça pour moi? Pourquoi il est gentil avec moi? C'est trop bizarre, en fait. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Après ça, il retourne à sa voiture, il ouvre le coffre, et là, je vois des tas de sacs de courses remplis. Il me les tend comme ça, il me dit « Tiens, au moins avec ça, t'es tranquille, jusqu'à ce que tu trouves du travail, t'as de quoi manger. » Encore aujourd'hui, hein, quand j'y pense, ce jour-là, il m'a sauvé la vie, complètement. Alors moi, forcément, sur le moment, j'étais hyper gêné, hyper honteux, et je lui ai dit, je vous promets, dès que j'ai de l'argent, etc., dès que j'arrive à travailler, là, je vous rembourserai le loyer, je vous rembourserai les courses, vraiment promis, je vais me donner à fond et tout. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit une des phrases, qui encore aujourd'hui est une des phrases qui a eu le plus d'impact, je pense, dans ma vie. La seule manière de me rembourser, c'est que tu réussisses dans tes projets. Si tu veux être musicien, fais de la bonne musique, on sera quitte. Ouais, la grande classe. Et donc grâce à ça, j'ai pu attendre tranquillement jusqu'à mes 20 ans, j'ai pu faire ce putain de compte en banque, enfin, qui m'a permis du coup de trouver du travail, de commencer à travailler. Enfin voilà, c'est comme ça que se termine l'histoire de comment je suis devenu sans-abri au Japon. Alors, cette histoire, je vous avoue, j'ai pas mal hésité à vous la raconter. Déjà parce que j'en suis pas spécialement fier, hein, encore aujourd'hui, je suis pas très fier de cette histoire. Pour vous dire, même dans mon cercle d'amis, il y a beaucoup de gens qui le savaient pas, il y a beaucoup de gens à qui j'en avais pas encore parlé. Et aussi, j'ai beaucoup hésité parce que je pense que je redoutais un petit peu l'avis des gens. Mais au final, aujourd'hui, je me rends compte que malgré le stress, malgré la galère que c'était à ce moment-là pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs. Je me dis que c'est un des moments qui a été peut-être le plus formateur pour moi dans ma vie. Je sais que c'est à partir de là que j'ai pu développer le mindset qui m'a permis de continuer à me battre pour ce que j'avais envie de faire par la suite. C'est-à-dire qu'à partir de là, je me suis toujours dit que, vas-y, peu importe la galère, on trouvera une solution. Et l'autre raison pour laquelle je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est que vous voyez, il y a 2 semaines, quand je vous ai demandé de me mettre dans les commentaires de la vidéo les bonnes anecdotes que vous aviez au Japon, ces choses pour lesquelles le Japon avait été au-delà de vos espérances, 80-90% des gens qui ont répondu, ils ont mis des histoires un petit peu dans ce style-là. Des histoires de japonais ou de japonaises totalement inconnus, qui étaient venus vous aider dans des moments de détresse, par pure gentillesse, sans rien attendre en retour. Et ça là, c'est quelque chose de très japonais, et c'est quelque chose que la plupart des gens, quand ils viennent ici, ils expérimentent au moins une fois. Au Japon, il y a quelque chose de très important qu'on appelle le Taskei Gokoro. C'est un espèce d'esprit commun qu'on a ici qui fait que quand quelqu'un a besoin d'aide, on va l'aider. Et de la même manière, le jour où on a besoin d'aide, on sait qu'il y a quelqu'un qui va venir nous aider. Et c'est justement parce qu'il y a ça un petit peu partout ici que je me dis que voilà, peu importe la galère, j'arriverai toujours à la surmonter. Et vous voyez, de la même manière que ce mec là, que je connaissais depuis à peine quelques semaines, m'a totalement sauvé la vie, je me dis que le jour où ce sera mon tour de sauver la vie de quelqu'un, j'ai envie de le faire. Si je peux tendre la main à quelqu'un pour l'aider aussi dans un moment difficile, j'ai envie de le faire. Parce qu'on l'a fait pour moi et que j'ai envie de rendre l'appareil. Et vous voyez ce cercle là qui ne s'arrête pas, voilà, ça c'est très japonais et c'est une des choses que j'apprécie le plus au Japon, vraiment. Et donc voilà, moi 11 ans après cette histoire là, je suis toujours à Tokyo, comme vous pouvez le voir, au meilleur de ma forme, et je me dis que partager avec vous ces petites anecdotes, ces petits moments de vie que moi j'ai vécu au Japon, ça pourra peut-être donner la force à certains d'entre vous de se donner à fond et de croire en vos rêves tout simplement. Parce que vous voyez, s'il y a bien une chose que le Japon m'a apprise, c'est que même si le chemin est compliqué, ça a toujours du bon de persévérer. Et donc voilà, on arrive enfin sur la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, c'est une vidéo qui est assez importante pour moi quand même, je vous avouerai. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, pour vous abonner à la chaîne, pour partager la vidéo aussi, c'est la seule manière qu'on a de faire grandir notre petite chaîne, et moi dans tous les cas, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 14h, pour une nouvelle vidéo. C'était Mitsu.